Bonjour les amis, on est très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à la pause RH, votre rendez-vous avec les RH pour parler des sujets qui vous touchent, des sujets qui vous parlent, des sujets qui vous questionnent et toujours dans la bonne humeur. Comme vous le savez, vous connaissez le principe, donc un café, un thé, un bonbon, un chocolat. Mais comme on est en période de Ramadan, donc vous faites ça comme vous voulez. Pain-thon, croissant, ce que vous avez, prenez votre temps, posez-vous et profitez de ce moment. Je suis Patience Lapolice, je suis toujours DRH en industrie agroalimentaire, ça n'a pas changé depuis l'année dernière et je suis toujours très contente d'animer ce moment. Et je suis toujours avec mon binôme, Khadi, qui est toujours aussi lumineuse. Khadi. Bonjour, Patience. Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver. Je suis très contente de te retrouver. Oui. Ça faisait, on a pris notre temps. Oui. Voilà, on a démarré l'année en prenant le temps de se ressourcer, de se recentrer. Et nous savons que vous avez eu le temps d'écouter quelques épisodes, un temps pour soi, pour démarrer un peu avec la partie spirituelle. Et on revient sur les sujets, pas forcément des sujets qui fâchent, mais des sujets qui vous font bouger en entreprise. Et nous avons terminé l'année dernière avec un invité spécial à qui nous disons bonjour. Bonjour Gaius. Bonjour. On espère que tu vas bien et que l'année démarre bien. Et cette année, on démarre, c'est le 8 mars, évidemment, avec une femme spéciale qu'on adore, voilà, vous savez, nous, le principe, c'est qu'on n'invite que les gens qu'on adore, mais on vous adore aussi, on vous aime aussi. Oui. Voilà, on vous aime tous, mais très fort. Et on est très, très contents de recevoir une femme particulière à notre cœur, une femme chère à notre cœur. Donc, Aïssatou, bonjour. Bonjour Patience, bonjour Khadi. Bonjour Aïssatou. Par principe, moi, les gens qui ont des CV qui ont dépassé une page, je ne les présente pas. Donc, Aïssatou va se présenter et elle va nous dire qui elle est. Alors, Aïssatou, je me présente en une demi-page. Donc, je suis Aïssatou Seydi, je suis RH. Ou ancienne RH, je dirais, 20 ans de RH dans l'industrie pétrolière et aujourd'hui je suis recruteuse, headhunter. Et donc j'ai pas mal de passion aussi pour tout ce qui est sujet de genre, développement du leadership féminin et équilibre genre en entreprise. Super. Donc ça, c'est mon quart de page. Voilà, c'est le quart de page. Et dans le quart de page, ce que Aïssatou n'a pas dit, c'est qu'elle est chapter head de Kawil. Qui est Corporate Women in Leadership, qui est une initiative de promotion de développement personnel et professionnel des femmes en entreprise. Voilà. On a lancé à Dakar en novembre de l'année dernière. Génial. Et c'est vraiment ça qui va être important aujourd'hui parce que c'est le sujet qui va nous conduire aujourd'hui, parler justement du développement des femmes en entreprise. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois où on va parler de la promotion des droits des femmes en entreprise, des avancées et de ce qui a été fait depuis le temps. Ça fait déjà... Beijing, c'est déjà loin derrière nous quand même, mais il y a des choses qui se sont passées et on va essayer de re-questionner ensemble et nous amuser à voir ce qui s'est fait, ce qui a avancé et surtout se poser la question sur qu'est-ce qui justifiait déjà les écarts et qu'est-ce qui continue de justifier les écarts dans le développement entre les hommes et les femmes en entreprise. Et on s'est amusé en préparant cette émission avec Khadi à nous poser cette question et on vous la pose aussi, alors faites-nous plaisir. Vous pourrez nous mettre vos réponses ou votre avis en commentaire. On veut vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez, de savoir... Est-ce que, à la base, quand les entreprises
ont été pensées ou quand elles sont nées. Je pense qu'on va peut-être considérer l'ère de l'industrialisation. Exactement. Parce Fin que, 19e, début voilà. 20e siècle. Exactement, parce que si on va qu'on chercher les avant là, ça peut être très compliqué. Donc, on va se limiter à notre époque, donc, qui est l'ère de l'industrialisation. Et la question que je vais m'amuser à vous poser, Khadia et Zatou, chacune à son tour, c'est: est-ce que les entreprises avaient été pensées pour accueillir des femmes et peut-être pour voir des femmes dirigées? Je démarre avec toi, Khadia. D'accord. Alors moi, très sincèrement, je crois que non. Parce que si on revient un peu sur la période dont tu parlais, post-révolution industrielle, je crois qu'à cette époque-là, les femmes, elles étaient vraiment vues comme, on va dire, domestiques, vraiment des mamans au foyer qui s'occupaient de la maison, de s'assurer que tout était propre, les enfants, leur éducation. Et c'était les hommes qui partaient travailler. Et donc le système, il a été construit sur un modèle de disponibilité permanente, de séparation de vie privée et vie au travail, mais également un modèle où on est sur une trajectoire linéaire en termes de progression de carrière. Et oui, quand ce système a été créé, les femmes, elles n'y étaient pas forcément invitées. Je crois que on n'a jamais pensé à cette époque qu'une femme aurait pu sortir de sa casquette de maman, de mère au foyer pour pouvoir intégrer une entreprise. Et c'est quelque chose qui s'est fait progressivement avec plusieurs combats, avec cette égalité-là qu'on revendique sans cesse. Et donc si ce système-là lui-même n'a pas intégré les femmes, ça peut être quand même difficile de demander à des femmes de s'adapter à un système qui n'a pas été conçu pour elles. Et donc, voilà, en tout cas, la réponse que je peux donner par rapport à cette question, qui est quand même très, très, très pertinente, il faut le dire. Oui. Ça touche, je te pose la même question, on pourra moi, je pense que, pour me faire un peu l'avocate des hommes, c'était lié au fait que dans les industries, c'était de la force physique qu'il fallait mettre, les usines, la mécanisation n'était pas au point, donc il fallait être un peu fort physiquement pour faire certaines choses, notamment les gens qui travaillaient dans les chaînes de production. Donc ça pourrait justifier le fait qu'on dise ouais, parce que c'est des femmes et qu'elles sont faibles, comme on le dit souvent, elles peuvent pas être là. Après, il y a aussi l'autre aspect où socialement, l'homme est censé être, comme on dit en anglais, le provider. C'est l'homme qui apporte quelque chose sur la table pour élever les enfants et s'occuper de sa femme. Donc, ça ne va pas dans l'autre sens. Donc, ça joue aussi, c'est pas seulement le fait de l'entreprise, mais culturellement. Exactement. Pourquoi une femme devrait travailler pourtant? Elle devrait plutôt chercher à trouver quelqu'un qui devrait s'occuper d'elle. Donc, ça jouait dans la conception des entreprises où les gens se disent c'est un homme qui devrait travailler parce que c'est lui qui a la charge de sa famille. Tout à fait. Oui, et je trouve extrêmement intéressant tout ce que vous dites parce que donc on va se rendre compte que la construction sociale qui est très importante justement dans les théories du genre. Si on comprend que le genre, c'est vraiment une construction sociale qui a associé des tâches selon le sexe, selon le rôle social aux hommes et aux femmes et ont donc généré ces stigmates ou ces pensées stigmatisantes qui ont freiné l'avancée des femmes en entreprise. Mais il y a une parenthèse qui est intéressante et que j'aimerais bien qu'on fasse parce qu'on se souvient quand même que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu qu'il y ait des femmes dans les industries pour pouvoir fournir les balles et les armes aux hommes sur le front. Et donc, voilà, donc on avait des femmes qui, on le voit dans les documentaires, les femmes qui allaient dans les industries et travaillaient, qui étaient ouvrières. Et qu'est-ce qui a pu se passer entre cette période-là? Je pense qu'ils ont dû se dire, voilà,
quand la guerre est finie, ils ont dû se dire, ok, Finalement, ça va quelque chose. Finalement, ils servent à quelque chose. Mais bon, ils ont dû se dire, bon, chacun peut reprendre quand même son poste. Bon, on va imaginer, hein, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont revenus de la guerre, là, les gars? Je crois qu'il a fallu, l'être humain est comme ça, hein, de manière générale, quand il y a une situation de crise, il faut trouver le moyen de s'adapter. Et en situation de crise, tous les moyens sont bons pour pouvoir rapidement revenir à la normale. Mais justement, l'adaptation qu'on demande en situation de crise, quand on s'adapte, c'est qu'on s'adapte à une situation, on essaye d'être résilient, donc la résilience, là, c'est ça, mais c'est pour qu'à la fin, on revienne à la situation initiale, c'est-à-dire on tient bon jusqu'à ce que la situation passe et puis on revient là. Ce qui peut être différent de ce qu'on va appeler l'antifragilité, où on va s'adapter à la situation, on va faire preuve de résilience et puis maintenant on va s'accaparer cette situation et transformer nos modèles. Donc on va dire qu'à cette époque, ils ont plus été résilients. Ils ont attendu que la tempête passe pour retourner au modèle, plutôt que de se dire, bah, c'est peut-être le moment de repenser le système et voir comment intégrer les femmes à ce système-là. Oui, et je trouve ça très intéressant parce que, et en effet, si la résilience avait été poussée, on aurait justement certainement eu une évolution différente de la société. Mais c'est là où ce que tu disais, Aïssatou, sur la construction sociale et les modèles culturels est très important, parce que il y a ce stigmate ou cette idée préconçue qui est que les femmes sont plus fragiles que les hommes, que les femmes n'ont pas les mêmes capacités que les hommes et donc en entreprise ne peuvent pas fournir le même effort. Voilà, ce stigmate, comment tu le perçois et quelle est ton expérience en entreprise, surtout dans les secteurs comme oil and gas ou les secteurs industriels qui sont assez particuliers? Je pense que il y a deux facettes. Il y a la facette de l'environnement, comme on l'a dit, c'est-à-dire socialement, les femmes sont destinées à faire quelque chose. Mais il y a la face des femmes elles-mêmes, qui, en fait, n'ont pas, je ne sais pas si c'est d'un point de vue, il y a l'éducation un peu, n'ont pas forcément été élevées pour réfléchir dans ce sens. C'est-à-dire, je prends un exemple, si vous prenez une jeune fille, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle veut faire, même en 2025, elle vous dit je vais être militaire. Même si vous ne le dites pas, sur, comment dit, le visage, elle voit que c'est pas ce qu'elle doit faire. Si elle vous dit je vais être, je sais pas, pilote de chasse, c'est pas ce qu'elle doit faire. Donc, déjà, elles grandissent dans leur tête avec un biais sur ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles peuvent pas faire. Donc, elles n'osent pas. Donc, après, derrière ça demande beaucoup d'éducation pour changer ces codes, déjà du point de vue des femmes. Donc, par exemple, dans certaines industries, il y a des femmes qui sont, parce que ça les apportait, elles sont devenues ingénieures, elles sont devenues techniciennes, parce qu'elles étaient très bien à l'école. Mais quand il faut l'appliquer, elles ont tendance à fuir, parce que la réalité sociale ne leur permet pas de faire le métier qu'elles ont choisi. Si tu es une femme technicienne, tu peux épouser, je sais pas, quelqu'un qui a un métier moins dur parce que ça te féminise moins. Est-ce que tu auras des enfants? Est-ce que tu seras capable de travailler sur une plateforme? Et après, ça pousse même sur les vêtements, hein. C'est pas, même jusqu'à maintenant. Je disais à quelqu'un dernièrement, dans l'industrie pétrolière, on parle, vous voyez, quand vous allez sur les plateformes, vous voyez des gens en salopette. Et je leur ai dit, c'est pas adapté aux femmes. Ils me disent comment ça, je dis, donc il faut que je me déshabille pour aller aux toilettes. J'ai carrément dit ça comme ça, je dis, j'enlève tout. Et bizarrement, ils se sont même pas rendus compte que il fallait que la personne se déshabille complètement parce que c'était pas conçu. Mais moi, ça me demande de le dire comme ça, mais systématiquement, quand elles arrivent, elles voient ça, elles savent qu'elles sont pas, c'est même pas pour elles sont pas à leur place. Donc, non seulement elles le savent,
la société aussi les a déjà mis dans une boîte. Comment tu retournes tout, voilà. Ouais. C'est ça la question. Ouais. En effet, et ce que tu dis vraiment est tellement important et m'amène à réfléchir à justement l'intégration du genre dans la construction des process ou des besoins des entreprises aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on ne réfléchit pas forcément en termes de genre. On réfléchit certainement en termes d'adaptation, d'intégration des femmes, de favoriser leur évolution. Il y a des choses qui sont mises en place, voilà, la parentalité, parce que justement, on a encore cette stigmatisation qui considère la femme comme pas disponible à cause de la maternité. Oui. Ça, c'est également un stigmate qu'on a, c'est que les femmes, elles ne peuvent pas évoluer en entreprise parce qu'elles sont pas très disponibles à cause de la maternité. Donc, on est dans une adaptation pour régler la question de se dire, voilà, parentalité partagée, de mettre un congé parental aux hommes aussi. Mais le point que Aïssatou évoque et qui pour moi est extrêmement important et qui est une réflexion profonde qu'on doit avoir, c'est comment réfléchir en intégrant vraiment la dimension genre dans nos process, dans les besoins des entreprises en tant que RH. Oui. Déjà, tu sais, pour réfléchir, pour essayer d'orienter nos pratiques, il faut déjà avoir des métriques, il faut déjà avoir de la data. Et de plus en plus, et je suis même très contente de voir ça, les entreprises commencent à vraiment prêter attention au gender gap. On a aujourd'hui beaucoup de ratios, beaucoup de données qui nous permettent de faire un comparatif. Une entreprise, dès lors qu'elle intègre un peu ces questions de gender gap, elle commence déjà à instaurer cette culture où même on va façonner la manière de voir les choses. Parce qu'on se dit, OK, un exemple terre à terre. À chaque fois que je veux recruter, je vais aller quand même prêter attention à mon ratio homme-femme. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai une égalité en interne? Si je dois négocier les offres avec le candidat, je vais aller regarder, est-ce que j'ai un gender pay gap? Est-ce qu'il y a vraiment cette différence-là en termes de rémunération? Et dès lors qu'on commence systématiquement à faire de ces ratios-là des indicateurs clés de performance, on va de facto modifier nos comportements. On va plus recruter pour recruter comme ça, mais on va recruter pour nous dire que ces ratios-là, ce sont mes KPI, j'ai un taux à respecter. Et donc, en tant que RH, quand je recrute, je fais tout pour atteindre quand même l'objectif d'avoir un ratio plus ou moins équilibré. Et donc, ça change. C'est-à-dire, même si je dois recruter un homme, une femme, je vais dire, attention, peut-être pas compétence égale, je vais prendre la femme, même si elle est enceinte. Et moi, je pense que beaucoup d'entreprises, je me rappelle, j'ai eu à faire 2 entretiens patience où on m'a recruté. Et quand je suis partie, j'avais mon ventre jusque-là. C'est-à-dire, je pense que... Et ma mère, elle me disait, mais Khady, tu vas partir faire un entretien avec ton ventre jusque-là, mais est-ce qu'ils vont te prendre? Et je me suis dit, mais maman, c'est comme ça que les choses changent. Je suis enceinte, je ne suis pas malade. Mes compétences, elles sont là. Je peux aller me défendre en entretien, montrer que je peux le faire. Et très sincèrement, je suis allée en entretien à 2 reprises. Et à 2 reprises, on m'a fait une offre. C'est pour dire que les entreprises, certaines font l'effort quand même de passer au-delà de ça. Parce qu'ils auraient pu se dire, mais celle-là, elle est en train d'accoucher. Donc ça veut dire que quand on va la recruter, il y a des heures déjà d'allaitement. Ensuite, les bébés, on sait que un bébé, il a vraiment besoin d'accompagnement sur 1 an, sur 2 ans, les vaccins. Et malgré ça, ils se sont dit, tiens, c'est la personne qu'il me faut. Et peut-être que ces entreprises, et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que, tiens, ce sont des entreprises qui accordent beaucoup d'importance aux problématiques de genre. Et de plus en plus, on doit aller, parce qu'elles essayent de repenser le système, qui malheureusement n'a pas été créé pour nous, où on nous demande de nous suradapter. Et voilà quelques tips qui peuvent aujourd'hui aider les entreprises à retoucher de manière smooth dans le temps la manière de fonctionner. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis justement, les KPIs vont nous donner
une structure, une base de travail, une base de réflexion pour commencer à faire évoluer les choses en termes d'intégration des femmes en entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de pousser la réflexion en termes de conditions de vie et de conditions de travail des femmes en entreprise. Parce que c'est bien d'avoir des femmes en entreprise, mais qu'est-ce qu'on met en place pour que ces femmes-là puissent exercer au même titre que les hommes, mais dans des conditions spécifiques qui leur sont favorables. Je reviens sur cet exemple de la salopette, et la salopette existe toujours. Et je peux te dire que ceux qui m'écoutent du oil and gas savent que la salopette, c'est la règle. Tu prends de la salopette ou tu prends de la salopette. Moi, j'ai porté une salopette à 8 mois de grossesse. Je suis allée sur un bateau. Oui. Où ils avaient donné un préavis de grève. Ils m'ont donné 2 casques. Oui. Ils m'ont dit que tout le monde qui vient sur le bateau porte le casque. Ils voient visiblement que j'ai quelqu'un à moi. Donc, j'ai porté les 2 casques. J'avais le casque de mon bébé qui était dans mon ventre et j'avais mon casque sur la tête. Fair enough, mais bon, ça, je le prends à rien, mais je prends une autre qui a fait un voyage en hélico où elle a presque vomi parce que ton chef t'a dit d'aller régler le problème, il s'en fout de ton état de santé. Bon, tu arrives, on te donne 2 casques, on rit, mais c'est pas forcément drôle. Tu vois, c'est des choses où tu te dis, bon, j'y suis et je vais leur montrer, mais normalement, les femmes, on doit pas arriver à ce niveau. De pouvoir démontrer que, ah oui, mais on te met pas dans un hélico. Tu n'as rien à prouver. Et moi, ce que je leur ai dit, autant j'ai des hormones, autant vous en avez. Chacun essaye de contrôler. La seule différence, c'est que moi, chez moi, c'est visible. Donc, quand j'ai un bébé, c'est visible. Toi, quand tu fais des enfants, je sais pas. C'est la seule différence. Mais j'ai besoin d'un dos pour en faire. Donc, après, derrière ça, aussi, et je reviens toujours aux femmes. Tu vois, moi, j'ai eu un cas d'une dame qui c'était un couple une personne le mari est technicien, c'est un technicien qui a très forte expérience, et l'autre ingénieur, elle a fait un doctorat. Et elle n'avait jamais travaillé. Ils se sont rencontrés, le mari gagnait bien sa vie et tout, malheureusement, pas son ami, il est décédé. Et je crois que cette dame, en fait, lors du décès du mari, elle est au chômage, parce que elle vivait, en fait, du revenu du mari. Et donc, je discute avec elle, et elle me dit, oui, mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Non, je travaille pas. Je dis, mais vous avez quoi comme formation? Elle me dit, j'ai un doctorat en ingénierie. Et tu travailles pas? Oui, parce que mon mari a dit qu'il fallait que mon enfant ait 8 ans pour travailler. D'accord. Et il gagnait bien sa vie. Oui. Après 2-3 envois de CV, elle a trouvé un job et elle travaille aujourd'hui. Et je lui ai dit, moi, quand elle me dit, oui, ça se passe bien, madame, je lui ai dit, mais tu sais ce que tu as perdu en termes de carrière? Tu sais ce que machin? Donc, elle, par exemple, pour son cas, ses parents ont fait leur part, hein. Ils l'ont bien élevée, ils l'ont envoyé une bonne école. Elle a fait, mais socialement, elle est tombée sur quelqu'un qui n'a pas pu porter, tu vois, je vais pas dire un complexe, mais qui lui a dit, parce que moi, je travaille, tu vois, tu peux pas travailler. Donc, c'est même, je vais même pas dire que c'est un problème éducatif, parce que cette personne, elle avait un doctorat. Donc, elle était suffisamment instruite pour pouvoir se dire que je peux aller chercher un travail. Rien ne l'empêchait de chercher un travail. Mais elle était toujours dans le rôle de, ce que tu dis est tellement vrai parce que, par exemple, moi, j'ai un ami que j'apprécie énormément et souvent je lui dis, mais moi, toi, ton mindset, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Et il l'assume, il me dit, moi, mon épouse, il faut qu'elle soit à la maison. Il faut qu'elle s'occupe des enfants. Il faut qu'elle leur donne un minimum d'éducation. Je peux pas travailler, elle peut pas travailler aussi. C'est impossible. Donc, très sincèrement, moi, je veux pas épouser une femme qui travaille. Et je suis en mode, ok, d'accord, mais tu sais que la vie, elle est pas linéaire, hein. Tout peut se produire. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Après, si quelque chose t'arrive, tes enfants et tout ça, on est dans un monde où on n'a pas, et c'est ça qui est dommage, on a tout le temps besoin de se battre pour justifier que c'est possible. On a tout le temps besoin de se battre, ok, on va nous dire, oui, mais ce poste-là, il est tellement technique, il faut encore aller nous demander de nous former, alors que voilà, on va toujours nous demander du plus, et à un moment, on est épuisé.
Les Ben, femmes ouais. d'aujourd'hui, elles sont épuisées. Oui. Moi, j'aime bien l'histoire du technique avec justement ce stéréotype où on a l'impression que les femmes, parce que c'est des femmes, elles ne comprennent pas ce qui est technique. C'est ça. Et surtout quand on est dans les métiers tels que les nôtres, où on est RH, on a l'impression que parce que tu es RH, donc des fois, moi j'ai des fois ces conversations avec des collègues ou des G ou quand ils voulaient m'expliquer quelque chose, ils vont me dire mais c'est très technique, donc j'adore l'expression qu'ils ont au visage quand ils te regardent en essayant de se dire mais vraiment avec toute la compassion de dire mais c'est très technique, est-ce que tu vas comprendre? Et moi de dire ça fait 18 ans que je suis dans l'industrie, donc je recrute dans l'industrie. Donc pour recruter, il faut connaître un métier. Exactement. Donc s'il vous plaît, nos cerveaux ne buguent pas quand on parle technique, voilà. Donc et heureusement, Dieu merci, il y a plein de jeunes filles intéressantes qui nous font des choses magnifiques sur le plan technique. Et je reviens sur ces exemples que vous avez partagés et qui sont extrêmement intéressants et qui font appel à cette ambition des femmes. On va dire oui, les femmes sont moins ambitieuses que les hommes et c'est pour ça qu'elles acceptent de rester à la maison ou d'avoir des postes moins élevés. Mais on en revient toujours à cette norme sociale traditionnelle qui dit que voilà, la femme est faite pour être en famille prioritairement. Elle est le garant de la stabilité de la famille. Et c'est pour ça que je peux comprendre ton ami qui ne conçoit pas d'avoir une femme qui travaille parce que il faut que elle donne une éducation aux enfants. Mais c'est pas fondé. C'est pas fondé. Et aujourd'hui, on le vit en entreprise, les postes à responsabilité sont moins proposés aux femmes. Parce que on a le sentiment que non, elles y pensent pas. C'est encore une idée préconçue. Bon, maintenant, patience, je vais te dire, de mon expérience de RH, peut-être parce que j'étais dans une industrie très masculine, où les choses vont très vite. Je pense que le vrai problème aussi des femmes, c'est qu'elles savent pas ce que... Je vais pas dire 100%, mais si tu en prends 10, c'est combien d'entre nous se sont déjà arrêtés pour dire est-ce que je vais être maman? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je veux travailler? Est-ce que, en général, on dirait que tu as un plan qu'on déroule. Et puis, c'est souvent, tu vas voir, c'est pour ça qu'on va dire souvent, ouais, elle fait la crise de la quarantaine, elle fait machin, parce que on a déroulé un plan pour toi. Tes parents ont déroulé un plan pour toi. À un moment donné, tu vas voir les garçons, par exemple, à l'adolescence, ont plus tendance à se rebeller. Et on va leur demander, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je veux faire le foot, je veux machin. Mais à combien de filles on s'arrête pour demander réellement, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes? Ah non, toi, tu peux être un bon médecin. Toi, tu peux être un bon pharmacien, tu peux être un bon comptable parce que tu gardes bien l'argent. Ah non, oui, bon, comme tu es bonne en sciences, tu vas faire ingénierie. Elle se retrouve là, elle est ingénieure, très brillante, tant que tu l'envoies faire un truc qu'elle fait. Mais si tu lui proposes un poste, en fait, elle te regarde. Parce que, à ce moment-là, elle doit prendre une décision. Combien de décisions est-ce qu'elle a prises réellement dans sa vie? Tu vois, en fait, c'est la question. Et la décision, elle doit être là. C'est, j'ai un truc au Congo, il faut que tu me répondes dans 2 jours. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a jamais pris de décision. Elle va se retourner vers l'homme le plus proche. Si c'est son père va lui dire, tu y vas. Si c'est son frère, il va lui dire, non, le Congo, c'est dangereux, tu pars pas. Si c'est son mari, je veux rien entendre. Et le lendemain, elle vient te dire, ah, ce truc-là, je sais, bon, j'ai encore combien de temps? Elle ne dit jamais non. Elle dit, j'ai encore combien de temps? Là, tu sens que
Ça va pas donner. Elle va faire une autre semaine, et puis elle te dit, oui, finalement, j'y vais pas. Mais elle va jamais pouvoir te dire pourquoi. Tu vois, et l'homme en général te dit, je pars pas parce que c'est pas payé, parce que je vois pas ça parce que, il te donne des raisons. La femme, c'est très rare qu'elle te donne des raisons. Mais c'est parce qu'elle n'a pas fait cet exercice. Pour pouvoir savoir si tu prends l'opportunité, si tu prends pas. Et c'est pour ça qu'en général, les hommes, ils te proposent pas. Ils ont proposé à une famille à 10 ans, ils ont proposé à une autre il y a 5 ans, ils ont proposé, donc ils se disent, bon, elles toutes, elles sont c'est le pareilles. même panier, et d'un coup, je propose pas. Alors, Khady, en tant que RH, comment parce que ce que j'entends de Aïssatou, c'est extrêmement intéressant et important, et ça appelle à la responsabilité aussi des parents dans l'éducation, de laisser cette capacité très tôt à l'enfant de décider de ce qu'il veut faire, même si on accompagne. Et c'est vrai que ce que tu dis est très intéressant et me parle énormément. C'est que quelqu'un comme moi, par exemple, très tôt, j'ai pris mes propres décisions sur ma formation, sur ce que je voulais faire. Quand mes parents disaient non, tu vas faire banque et finance, je dis non, moi je vais faire droit parce que c'est ce que je veux faire, ainsi de suite. Et je crois que beaucoup n'ont peut-être pas cette opportunité en tant que femme. Oui. Et cette question de l'ambition, donc justement, vient de là. Parce que est-ce que les femmes aujourd'hui n'ont pas en entreprise trop de paramètres à prendre en compte et trop de personnes à consulter pour être capable de prendre une décision pour leur vie? Je suis totalement en phase avec ce que toutes les deux vous avez dit, et on va faire un constat très simple. En général, là où cette problématique d'ambition là se présente, c'est lorsqu'il y a les grands bonbons, les grandes promotions là. En général, c'est quand? Après 5 ans, après 6 ans. En général, elles ont démarré, elles étaient célibataires. En 6 ans, elles se sont peut-être mariées, elles ont eu des enfants. Et c'est là où, paf, la promotion va venir. Et puis, on va se dire, bon, là, elle est partie en projet de maternité. Le projet est urgent. Est-ce qu'elle pourra délivrer? Et premier frein. Et c'est pour ça que je dis, nous, en général, c'est très simple. On va regarder. Et comme je disais, cette disponibilité permanente là qui fait partie des bases fondamentales du travail, ça déjà c'est le plus gros frein qui puisse exister pour nous. Elle est tout le temps partie. Oui, c'est ça. Il faut qu'on les horaires de maternité, d'allaitement, d'accord, voilà, et c'est compliqué, et ça fait que peut-être que ce qu'on devrait faire, je ne dis pas que c'est facile. Loin de là. Mais c'est des parcours spécifiques aux femmes. Quand une femme revient de congé de maternité, quels sont les parcours de carrière qui peuvent exister pour elle? Aujourd'hui, on va être là-bas, c'est penser à l'induction. Quand on recrute une nouvelle personne là, quel est son parcours? On va se focaliser dessus. Le plan de développement de la personne qui va être promue, quel est son parcours? On va se focaliser dessus. Mais jamais on ne prend le temps de se dire, ok, mais toutes ces femmes performantes-là, qui vont accoucher, qui reviennent, quel peut être leur parcours? Et en général, on aura des femmes, c'est pas qu'elles sont pas ambitieuses, mais à un moment, l'entreprise n'a tellement pas été favorable. C'est là où on va commencer à avoir le gros taux de démission. Parce qu'elles connaissent leurs valeurs. Elles savent qu'elles font le job. Qu'elles ont les compétences, les aptitudes. L'entreprise n'a pas créé l'environnement pour les aider. Elles n'ont pas de raison de rester. Elles préfèrent partir. Et de plus en plus, elles vont se tourner vers les professions libérales. Parce qu'on a tendance à croire que, mais finalement, est-ce que les professions libérales n'est pas le système qui est plus favorable pour les femmes? Moi, je suis mitigée. Sincèrement, c'est cette question. Je suis mitigée. Je suis pas sûre. Parce que c'est justement, oui, tu es ton propre chef, comme on dit entre griffes. Mais tu travailles 12 heures par jour. Voilà. Mais ta flexibilité, à quel prix, en fait? Et donc là, sans t'en rendre compte, tu vas être la maman que tu veux être, tu vas pouvoir déposer tes enfants, mais là où monsieur va aller travailler, va venir dîner, va se coucher, toi tu vas être là à bosser,
à gratter parce que il faut que, justement, ton entreprise, elle avance. On va te dire l'entrepreneuriat, la profession libérale. Moi, je crois que tous ces systèmes-là, que ce soit profession libérale, entrepreneuriat, comme en entreprise, doivent faire l'effort de voir, OK, une femme, qu'est-ce qu'on peut faire quand elle revient de congé? Parce que c'est le plus gros problème, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas une affaire de non, c'est que quand elles finissent d'accoucher. Si on n'a pas changé son poste. Voilà. Souvent même il y a des... Si tu as une grossesse de 6 mois, tu vas trouver remplaçant à ta place. Souvent il y a des petites pénalités invisibles là qui ne se disent pas. Ouais. C'est là Évaluation où il y a de le performance, problème. elle est enceinte. Et j'allais même en venir au fait. J'allais venir à ça. Aucune entreprise ne réajuste. On parle aucune, excusez-moi, parce qu'il y a certaines qui font beaucoup d'efforts. Oui, alors il y en a Bravo vraiment. à vous, vraiment. Mais on est tellement habitués à avoir des entreprises qui font pas ça. En tout cas, encore, on a beaucoup d'entreprises qui, une fois qu'ils savent que la collaboratrice, elle est en état, OK, qu'est-ce qu'on va réajuster? Les KPI ne peuvent plus être les mêmes. Les objectifs ne peuvent plus être les mêmes. Il faut réajuster. Quand elle revient de congé de maternité, il faut réajuster. Mais pas réajuster en se disant que elle va prendre plus de temps à pouvoir, mais réajuster en se disant que, mais, il y a des domaines spécifiques où elle va délivrer. Et on avance. Mais en fait, Bon, c'est après, Hadi, ça dépend des secteurs. Oui, Moi, j'entends. c'est pour ça que je reviens toujours à Oui. toi. Oui. Et c'est Oui. pour ça que je reviens au choix. Mhm. Tu sais, tu peux être en banque, tu peux être en cabinet, c'est facile, je veux dire, c'est moins difficile de réajuster. Mais si tu es chef d'usine, Eh oui. bah, Là, c'est ça. mais ma chère, tu choisis quand tu fais tes bébés. Moi, je parle aux femmes maintenant, tu comprends? Parce que, quelque part aussi, on est toujours dans le truc où on se fait, il faut compromettre le genre, il faut. Oui. Mais de l'autre côté, chacun doit aussi faire sa part des choses. Exactement. Si tu décides d'être employé, il faut choisir quand tu fais tes bébés. Oui. Des cycles d'audit, par exemple, on sait que si tu as des cycles de 2 ans, 3 ans, ça dépend de la criticité du job. Tu n'as pas tombé enceinte la veille de ton audit, alors que tu as travaillé 2 ans. Tu sais très bien que c'est connu d'avance. Dès qu'un audit finit, tu connais le prochain, la date du prochain. À quelques mois près. Ça se Tu prépare. vois, voilà, ça se prépare. Autant avoir un bébé se prépare. Autant aussi, professionnellement, tu dois, c'est-à-dire, c'est la complexité peut-être qu'on a comme femme de se dire, je gère ma vie et je gère ma carrière. Donc, je peux pas avoir des bébés tous les 2 ans parce que j'ai des milestones critiques chaque 2 ans. J'en aurai tous les 3 ans. Faire une offre, c'est pas mauvais, tu vois. Donc, parce que derrière ça aussi, l'entreprise est là pour faire du business. On veut qu'elles intègrent le maximum de femmes, mais il faut aussi que les femmes qui sont intégrées dans les organisations poussent les décideurs à faire plus en faveur des femmes. Et c'est tellement important et c'est pour ça que je voudrais vraiment aujourd'hui marquer le coup. C'est vrai que nous on va souvent à contre-courant ici. De dire que c'est vrai, on demande beaucoup aux entreprises et on met toujours on réfléchit toujours à la question du point de vue de l'entreprise. Mais on a vraiment démarré cet épisode en comprenant ces questions des constructions sociales. Et donc, la société, c'est-à-dire l'environnement dans lequel la femme évolue, a également une grande responsabilité dans le développement de sa carrière. Moi, personnellement, je dis aux jeunes filles pas mariées, quand elles démarrent leur carrière, je leur dis toujours, mais vraiment, choisissez bien. Choisis bien l'homme avec qui tu vas faire ta vie parce que si tu as des ambitions, c'est déterminant. C'est déterminant. Parce que ce système d'aide-là que la femme doit avoir pour booster sa carrière, il est important. Parce qu'il y a des entreprises qui font des choses intéressantes. On en a parlé de ces gender KPIs, pour discuter des gender gaps. On met des KPIs et tout. Mais on arrive à des moments où, il n'y a pas de candidate sur la table. Tout à fait. Quand tu as besoin de promouvoir et que tu mets le poste sur la table, mais tu vois pas la candidate. On va te parler de, voilà, monsieur Adici,
Madame a dit ça et même certaines femmes, et je bénis les pionnières, celles qui ont vraiment brisé les plafonds de verre. Et quand on lit leur vie et quand on regarde leur vie, il y a du sacrifice. Oui. Il y a du sacrifice qui est fait, il y a beaucoup de sacrifices et il y a tout un système qu'elles ont mis en place pour pouvoir arriver où elles sont. Et patience, sans vouloir te couper, ce que tu dis est tellement vrai parce que ce sacrifice-là, souvent, elles sont même, on va dire, on les accuse de les avoir fait. Oui. Parce que tout simplement, aujourd'hui, tu vas avoir une maman qui a accouché, qui s'est dit, bon, après 6 mois, quand même, il faut que je me focalise, j'ai préparé tout. Et si tu n'as pas fait le bon choix, comme dit Patience, tu es face à un homme qui va pas comprendre que la parentalité, c'est à deux. C'est pas forcément la maman. Donc, il va attendre à ce que ce soit toi qui emmène l'enfant chaque jour faire ses vaccins. Quand l'enfant est malade, c'est toi qui dois l'emmener parce que c'est la maman qui doit l'emmener. Et souvent, même je me rappelle une fois, il y a un manager qui a dit à son collaborateur, mais où es-tu? Non, j'ai emmené l'enfant chez le pédiatre parce que c'est son pas mais ta femme est où? C'est-à-dire ça, comment est-ce que je lui ai dit, arrête ça tout de suite. Mais tu arrêtes ça tout de suite, ça veut dire quoi? Où est sa famille? Parce que c'est un projet qui était hyper urgent. Je dis, mais il n'a pas décidé que son enfant tombe malade. Et tu n'as pas à lui dire que sa femme est où? Tu connais pas leur organisation interne. Peut-être que c'est une équipe, chacun y met du sien. Et c'est pour venir aussi sur le fait que, souvent, il faut pas j'arrive pas à trouver le nom, qu'elle culpabilise. Oui. En se disant non, une bonne maman doit être là, une bonne maman doit faire ça. Vous êtes 2, l'enfant a été conçu par 2 personnes. Et comme disait Aïssa, tout moi, on voit, mais on est 2 à mettre l'enfant en monde. Oui. Donc, toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Et ça veut pas dire que c'est moi qui dois être le visage qui va chez le média constamment. Et tu as ta part pour que je puisse également me construire. Donc, il y a cette dimension culpabilité là aussi souvent en te disant t'es pas une bonne maman parce que tout simplement tu n'accompagnes pas ton. Et juste pour rebondir, hein, Hadi, ce que les femmes professionnelles doivent comprendre, c'est qu'elles ont fait le choix de travailler. Donc, elles ont 2 métiers. Elles sont maman, femme au foyer et elles travaillent pour quelqu'un. Donc, tu peux pas avoir 2 emplois et performer très bien sur les 2. Absolument. Exactement. Si tu arrives à avoir 50-50, vraiment Dieu t'a béni parfaitement. Si tu fais 70-30, fair enough. Si tu fais 90-10, alléluia. Donc, en fait, on veut trop faire. Moi, souvent, je dis, mes enfants, ça, des réunions de parents, là, je dis, si on fait une réunion, lundi midi, à l'heure où mon chef me voit, je ne serai jamais là. Je dis, c'est pas possible. Donc, tu as des gens qui partent du bureau, en sachant, je dis, mais moi, je veux pas le mettre, je dis, mais je veux pas, moi, c'est lundi 15h, je peux pas. Oui. Parce que je peux pas faire le choix entre venir m'aligner ici sans savoir quand tu vas me recevoir. Oui. Et avoir une réunion fixe à midi avec mon chef. C'est pas possible. Maintenant, une fois, très bien, je peux dire à mon chef, je dis, vraiment, j'ai des réunions de parents, là, je pars jamais. Ah oui. Donc, tu essayes de faire la balance. Et en sachant que tu feras rien de manière parfaite. Maintenant, si ton dada, et c'est pour ça que je dis, je parle toujours de choix. Il y a des gens qui aiment les enfants, elles aiment être femmes au foyer, elles aiment être mais choisis. Oui. À un moment donné, tu démissionnes et puis tu décides que tu veux vraiment t'occuper de ta maison. Mais tu peux pas vouloir avoir la promotion au bureau, survoler ce que tu fais au travail et en même temps être la maman parfaite. Tu vois, et c'est ça. Mais le problème aussi revient à quoi? L'environnement social. La belle famille. La famille. Tu t'occupes pas de tes enfants. On te voit jamais avec le bébé. Oh, machin. Il faut que, tu sais, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Moi, j'allais dire, je dis, moi, j'ai pas d'endroit, j'ai même peut-être 10 origines. Je sais même pas d'où je viens. Donc, vraiment, moi, c'est difficile. C'est chez nous. Moi, chez vous, on fait comment? Je dis, tu parles de quel chez vous? De quel chez nous? Voilà. Et on se crée dans son chez nous. Ouais. Moi, j'ai fini par dire aux gens, non, chez moi, dans mon chez moi, dans ma discipline.
dans mon plan de chez moi, c'est comme ça que ça marche. Et on a ce truc-là avec une amie et une collègue où on se dit, nous, c'est l'association des mères indignes. Donc, vraiment. Et à chaque fois, on rigole. Quand elle dit, hi, j'ai loupé telle réunion, j'ai dit, non, ça va aller. Le soutien de l'association des mères indignes. Parce que oui, je ne peux pas siéger à un comité de direction et dire que quand j'ai un CODIR, je ne vais pas tenir tout le CODIR parce que, comme tu dis, il y a réunion des parents d'élèves. Je ne peux pas. Ou bien c'est le jour de ton évaluation annuelle. Tu laisses ta réunion d'évaluation pour aller, je sais pas, un gala de danse ou machin. Je me dis, fais une offre. On va prendre les photos, je vais voir les photos et puis on va débriefer après. Et c'est clair. Mais je le fais pas. Et je raconte souvent cette anecdote à des jeunes collègues, à des jeunes femmes où je dis, mais quand elles me parlent, pour beaucoup des fois, dès qu'on dit, il y a quelque chose, ah, mon bébé, ah, tu sais, le bébé, je dis, mais arrêtez d'accuser vos bébés. Arrêtez d'accuser ces pauvres enfants parce qu'ils vous ont rien demandé. Vous les avez fait, mais c'est pas de leur faute si vous ne pouvez pas être performante. Donc, arrêtez de chercher. Et je dis souvent à une collègue, je dis, moi, j'ai sevré ma fille parce que je devais aller en mission. Simple. Je ne pouvais pas dire à mon patron, non, je suis en allaitement exclusif, je ne peux pas aller en mission. Et on a combattu pendant une semaine, le biberon est passé, je suis partie en mission. Donc voilà, et c'est vraiment cet environnement social qui... Et patience, tu sais, tout ce qu'on dit, je pense que ça vient aussi beaucoup cultiver ces fameux biais dont on parle. Ouais. J'ai encore une autre anecdote. Il y a tellement d'anecdotes sur ce genre de choses là, tellement que c'est énorme. Il y avait à l'époque une collaboratrice qui était venue me voir dans mon ancien emploi en déposant sa démission d'une manière totalement inattendue. Et elle faisait vraiment partie de la team, quoi, vraiment de la relève. Donc elle vient, je dis ok, mais c'est quoi vraiment le vrai problème? Parce que tu allais très bien, franchement. Elle me dit que elle a eu une conversation avec son mari durant le week-end. Que vraiment elle aime beaucoup son mari. Son mari la soutient énormément, mais il a eu à lui dire quelque chose qui l'a poussé à remettre en cause tout ce qu'elle faisait. Parce que elle a des enfants et elle s'est dit mais j'aimerais bien qu'on ait un petit chien à la maison. Et le mari lui a dit mais toi déjà tu as du mal à t'occuper de tes enfants. Est-ce que tu pourras t'occuper du chien en plus? Moi, sincèrement, ça m'a fondu le cœur. C'est-à-dire, elle me parlait, et elle s'est dit, mais après, tu sais, Hadi, s'il pense que est-ce que je vais pas vraiment arrêter, je vais me sacrifier, peut-être qu'il n'a pas tort, je suis tout le temps partie. Et s'il va jusqu'à même me dire ça, c'est que vraiment, il y a un moment où j'ai loupé le coche concernant mes enfants. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui, parce que je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'un homme a pu dire ça à son épouse, qui lui a donné des enfants, qui essaie de se battre, qui essaie d'être au bureau bien? Comment est-ce qu'on dit ça à quelqu'un qu'on aime? Après, ça, c'est vraiment des cas. Et comme elle dit, c'est la construction sociale qui fait que, il fait pas exprès. C'est des biais. C'est des biais cognitifs. Donc, quand une phrase comme celle-là sort, il l'a fait, il l'a dit, mais vraiment, en pensant bien faire. Parce que dans sa tête et dans son imaginaire, mais c'est à sa femme de s'occuper des enfants. Et si il constate que il y a des manquements, il ne va pas regarder à quel niveau il compense. Quelle est sa part de responsabilité? C'est 100% pour elle. Ça de faire. Donc, c'est tellement induit dans le mindset de certains que c'est à la femme de s'occuper des enfants. Et comme tu dis, et moi je l'ai vécu, et comme tu dis, c'est un crève-cœur de voir de jeunes filles avec des brillantes, une bonne formation. Moi, j'en ai eu une il y a quelque temps, mais brillante jeune ingénieure qui a signé son contrat et quelques mois après son mariage, est venue démissionner. Et c'est des crève-cœurs. Si ça revient à qu'est-ce que tu veux? Oui. Je comprends. C'est ça la vraie question. Tu vis pour que ton mari soit heureux.
tu vis pour que tes enfants soient contents d'avoir une bonne mère. Et après, derrière ça, il y a les dépressions. Ça, c'est la démission. oui. Mais tu connais le nombre de femmes en burn-out Oui. et tu sais même pas pourquoi elles sont en burn-out. Elle-même, elle savent pas pourquoi. C'est-à-dire, souvent on dit oui, c'est le travail, mais dans 80% des cas, à chaque fois, ça se chuchote, on va dire, mais c'est pas le travail. Mais le burn-out vient de quoi? Tout se bouscule dans la tête. Je suis en train de te demander, qu'est-ce que je fais de mon choix? Parce que souvent même, tu travailles, cet argent, tu n'en profites pas. C'est peut-être pour un projet d'une maison que ton mari a décidé que vous aurez une maison de ce standing. Alors, il faut que tu ramènes ta contribution pour cette maison. Ton mari a décidé qu'il faut avoir tel type de voiture. Il faut que tu ramènes ta contribution. Tes enfants doivent aller dans tel type d'école. Il faut que tu ramènes ta contribution. Donc, à la fin, tu travailles pas pour toi. Tu travailles pour le dream case de quelqu'un. Il faut que tes enfants aient ça. Il faut ci, il faut ça. Donc, dans tout le il faut là, tu te retrouves où? Parce que, quand tu parles du cas de cette, elle se retrouve pas parce que ce qui lui plaît à l'instant, c'est d'avoir un chien. Oui. Tu comprends? Oui. Et, en fait, c'est tout. Le reste, en fait, mais il faut qu'elle ait le chien en paix. Et pour avoir son chien en paix, il faut qu'elle enlève l'élément perturbateur du mari et des enfants qui est le travail. Exactement. Mais, une fois qu'elle aura enlevé cet élément perturbateur, est-ce qu'elle aura, en fait, la tranquillité? Elle aura le chien pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'elle va faire à la maison? Tu comprends? Et c'est pour ça que je reviens toujours à Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Oui, le chien, je comprends que tu veux le chien, mais après ça, c'est-à-dire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Et une fois que même quand tu parles de self-employment, bon, moi, oui, c'était mon dream case, hein. Mais je peux te dire que moi, j'aime la vie, j'aime l'argent. À un moment donné, on m'a pas dit que, l'argent, là, ne tombe pas comme ça. Je commence à réfléchir entre la balance de mon Aïssatou qui aime les grosses choses et l'argent et être assez vie par quelqu'un et mon indépendance. Tu vois? Donc, et tout le monde, tu vois, c'est difficile d'arriver vraiment. Tu as très peu de personnes qui te disent, voici où je veux aller. Mais dans cette jeunesse-là, en tout cas, la plupart des jeunes filles, elles se portent. Le mariage, comme tu as dit, beaucoup de gens épousés ont fait des mauvais choix parce que leurs camarades se mariaient. Effectivement. 25 ans. C'est toujours à l'horloge et tout, oui, machin, oui, tu as déjà 22 ans, il y a personne, tu as 23 ans, il y a personne. Voilà, le gars qui tombe à la 25e année, là, qui vit, tu vois. Tu comprends un peu. Donc, moi, d'un coup, c'est toujours à ça que je reviens. Tu vois, quand je discute, tu dis, oui, je veux t'aider, oui, je cherche un autre boulot. Je dis, est-ce que tu veux vraiment travailler? Je vois, c'est un peu vers ça. Et à partir de ça, une fois que la personne a fait cet exercice, tu rentres dans l'entreprise et tout se dégoupille. Parce qu'elle sait comment trouver son chemin, parce que les filles sont futées, elles sont beaucoup plus futées que les hommes, tu vois. Mais c'est ce flou-là, en fait, qui fait en sorte que... Elles sont perdues par moment. Et justement, j'aime beaucoup ça parce que c'est vraiment l'idée que nous propageons, nous, à la pause RH, cette idée de la responsabilité que nous avons dans la planification de notre carrière et de notre vie. C'est que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on est responsable de notre vie et de notre carrière. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir pour nous et qui va nous dire, voilà le poste auquel tu peux avoir droit. On a le droit de dire, voilà le poste que je vise et de mettre en place tous les éléments qui vont nous faire arriver à ce poste-là. Et je dis toujours aux jeunes filles, c'est des choix qu'il faut faire. La vie est une question de choix et on fait des choix stratégiques en fonction de l'objectif qu'on vise. C'est ça. Et on n'a pas à culpabiliser d'être plus brillante que le mari ou d'être plus brillante que la somme de tous les hommes qui sont dans notre entourage. On ne va pas s'excuser d'exister et d'être brillant. Et on a encore beaucoup de femmes qui s'excusent d'exister et d'être brillantes. Et on le vit en entreprise en tant que RH.
et elles ont peur de s'exprimer. Elles ont peur de dire, voilà ce que je veux. Elles ont peur d'aller demander leur promotion. Parce que oui, j'ai produit du résultat. En effet, c'est tout ce que tu dis justement sur la discussion difficile de l'augmentation de salaire. Elle est très importante. Elle se prépare. Et tout dans la carrière se prépare. Chaque discussion se prépare. Une rencontre se prépare, comme une réunion se prépare, comme une évaluation se prépare. Et je vais me tourner vers toi, Radi, justement, en tant que RH. Quels conseils on peut donner aux femmes aujourd'hui pour être vraiment prêtes et alignées dans leur carrière et vivre leur carrière sans culpabiliser? Okay. Alors, déjà, première chose, on en parle, je pense qu'on en reparle, c'est le sponsoring. Il faut qu'aujourd'hui, les femmes déjà, j'aime beaucoup les initiatives de Camille, mais en interne également, elles doivent trouver un sponsor. Quelqu'un qui puisse les challenger, elles-mêmes déjà les challenger sur leur carrière, et pouvoir les accompagner, être visibles sur des projets à fort enjeu, transverses. Donc, c'est important de prendre le temps d'identifier un sponsor qui puisse m'aider à grandir. Deuxième chose, c'est que en travaillant, en faisant son day-to-day, elle doit garder à l'esprit son objectif. Qu'est-ce qu'elle veut véritablement? Quel est le parcours de carrière qu'elle souhaite avoir? Et par rapport à ça, se donner les moyens de pouvoir l'atteindre. Se poser aussi des questions très objectives. Objectivement, moi, Khadi, qu'est-ce qui me manque pour passer au niveau supérieur? Qu'est-ce qui me manque pour aller, par exemple, le cas difficile, pour pouvoir parler à mon supérieur et exiger une promotion qui me revient ou bien une augmentation de salaire, entre autres, préparer mes dossiers. Comme quand on part à la guerre, là, préparer ses munitions. C'est comme ça qu'on se prépare à chaque étape qu'on souhaite jumper. Quels ont été mes projets réalisés? Quels ont été les blocages? Quelle a été ma contribution? Donc, véritablement aussi avoir un peu nos tableaux de bord et faire un suivi toujours par rapport à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc, voici quelques tips qui peuvent aider, mais il faut vraiment le faire en toute conscience et avec beaucoup d'intention d'atteindre cet objectif. Oui, et j'adore les deux mots que tu as utilisés à la fin, vraiment la conscience et l'intention. Parce que si on n'a pas conscience si on n'a pas visualisé l'objectif, on va pas y arriver. Et on fait les choses intentionnellement. Faut qu'on arrête, on l'a toujours dit ici, on ne vit pas au hasard. On n'est pas où on est par hasard. Donc, les affaires, si vous croyez que les patrons vont se lever le matin, là, ils vont vous faire des promotions, arrêtez ça. Allez chercher ce qui vous revient de droit parce que vous êtes brillante, parce que vous êtes le fer de lance des entreprises. Quand on voit ce que pèsent les femmes aujourd'hui dans les entreprises mais vraiment cotées dans notre écosystème aujourd'hui, ben, ce sont les femmes qu'on voit aujourd'hui qui sont GM, qui sont directrices commerciales, qui sont des RH, qui sont dans des postes vraiment et qui siègent dans les COMEX. Mais aux jeunes filles qui arrivent, ne regardez pas ces femmes et vous croyez qu'elles y sont arrivées par hasard. Non. C'est le fruit d'un travail intentionnel. C'est une guerre qu'il faut mener et qu'il faut mener avec les bonnes munitions. Donc, il faut se former et il faut comprendre que tout ne nous sera pas servi sur un plateau d'argent. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu des choses intéressantes qui se font dans les entreprises aujourd'hui et on va les célébrer avec 8 mars, on va avoir plein de choses intéressantes, des discussions intéressantes, mais à la fin de la journée, qu'il y ait des politiques, qu'il n'y ait pas des politiques, qu'il y ait des lois, qu'il n'y ait pas des lois qui vous favorisent, vous avez la capacité de tracer votre chemin. Quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous avez la capacité et le pouvoir de tracer votre chemin. Visualisez où vous voulez aller et donnez-vous les moyens d'y arriver. C'est vraiment ce que moi je voulais dire pour cet épisode du 8 mars, de dire nous avons tout ce qu'il faut
pour y arriver. Donc, Aïssatou, je te dis vraiment merci d'être venu nous voir. Et si tu as un dernier mot pour nos amis sur cette question. Ce que je peux rajouter à ce que Hadi a dit, c'est qu'il faut connaître les règles. Beaucoup de femmes connaissent pas les règles de leur environnement. Elles savent pas ce qui existe, ce qui est en leur faveur, ce à quoi elles ont droit. Elles supposent. Elles s'appuient sur d'autres personnes. Donc, moi, ce que je recommande, c'est, en plus d'être intentionnel, c'est, si vous jouez au foot, vous devez savoir où on marque un but. Donc, ça, c'est la base. Une fois que vous connaissez les règles, vous pouvez mieux naviguer dans votre environnement. Et souvent même, la connaissance des règles vous permet de savoir si vous êtes fait pour cet environnement ou pas. Exactement. Plus vous poussez, vous voyez c'est quoi la philosophie de l'entreprise, c'est quoi leurs règles. Souvent, vous dites, ça me va pas. Ça me va pas. Je croyais que j'étais ici, mais c'est pas forcément ce à quoi je m'attends. Donc, c'est tout ce que je peux rajouter. En tout cas, merci. Et on est toujours très heureuse de participer aux activités de Kawil. Et n'hésite pas vraiment à nous en faire part et on vous racontera tout ce qui se passe sur les activités de Kawil. Donc suivez-nous. Venez nombreuses. Et nombreux parce qu'il faut des alliés. Il faut les alliés. Dans la guerre, il faut les alliés. Donc, Hadi, ton dernier mot sur ce sujet, 8 mars. Alors, je crois que Aïssatou et toi, vous avez vraiment dit l'essence de tout ce qui me vient à l'esprit. C'est juste moi, ce sera d'encourager, de vous dire que c'est pas facile tous les jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière, il y a le poids de cette société, mais il faut qu'on garde à l'esprit aussi qu'il y en a d'autres qui suivent. Nos filles arrivent. Et il faut penser à ce qu'on veut laisser comme héritage. Et si chacune d'entre nous fait même à sa petite échelle preuve de courage, malgré l'adversité, malgré l'environnement, on peut léguer quelque chose de plus fort à ses filles pour que au moins le système puisse être transformé. Keep it up. C'est magnifique. Donc, voilà, on a toute une responsabilité de tracer un chemin pour celles qui viennent après. On ne vit pas que pour nous. On ne réussit pas que pour nous. La question, c'est de savoir quel impact notre vie, nos actions vont laisser dans l'environnement et dans l'écosystème pour ouvrir le chemin à celles qui nous suivent. Parce que nous marchons sur les traces de celles qui nous ont précédées et que nous bénissons et à qui nous disons merci pour le chemin parcouru. Donc, c'était la pause RH. On a été très heureuse de partager ce moment avec vous. Donc, pour tous ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On vous revient bientôt avec un nouveau sujet, avec toujours la luminosité de Hadi. On récupérera Khadija et Ousmina bientôt. Et voilà, merci à notre invité du jour qui était là et vraiment Aïssatou, merci pour tous tes inputs. Ça a été super intéressant de partager avec toi. Donc, comme d'habitude, un café, un thé, un bonbon, un biscuit, mais surtout n'oubliez pas, c'est le Ramadan, c'est le carême. Faites attention et nous prions que Dieu agrée toutes les prières et que tout soit pour le succès et la réussite de chacun. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Bientôt. Ciao.